Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Smart Impact spécial en direct du Forum des projets urbains. On est au Palais des Congrès ici à Paris. Dans cette émission, on va parler de l'éclairage de nos villes et de leur consommation d'énergie. Voilà pour nos grands thèmes. C'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact depuis le Forum des projets urbains, c'est Roger Narboni. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes concepteur lumière, inventeur entre autres des ce qu'on appelle les SDAL, schéma directeur d'aménagement lumière. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. De quoi il s'agit? Alors, les schémas directeurs d'aménagement lumière, c'est des stratégies d'éclairage qui Ouais. permettent d'anticiper sur la lumière nécessaire dans la ville, avec souvent des échéances de 3 ans, 5 ans, 10 ans, voire plus, et donc de se poser des questions sur le futur de la lumière en ville et son évolution et sa mutation. De son évolution, de sa mutation, de sa place, de son omniprésence parfois. C'est un Oui, vrai qui enjeu, est c'est très un débat. contesté aujourd'hui par Ouais, rapport notamment à la préservation de la biodiversité, ouais. mais qui est en même temps nécessaire parce qu'on a besoin de pouvoir faire la promotion des activités nocturnes, que ce Mm. soit le travail de nuit ou les loisirs. Mais bien sûr, il faut aussi préserver la biodiversité et puis aussi protéger le ciel nocturne. Donc on a ces enjeux qui sont parfois un peu contradictoires, mais qu'on essaye justement de solutionner en travaillant une stratégie et en essayant de répondre à tous ces enjeux qui sont parfois un peu différents. Ouais, avec ce chiffre, plus 94% de lumière artificielle émise la nuit en France depuis 1990, donc elle a doublé en 30 ans. Oui, on est On, entre 11 et 12 ouais, millions de points lumineux ouais. Alors si on compte ceux des villes. on parle souvent de pollution lumineuse, c'est peut-être pas un mot que vous employez. Si, parce qu'aujourd'hui, on sait que ça crée et ça génère une pollution. Moi, quand j'ai commencé ce métier, c'était en 1987. Ouais. On était des magiciens. On apportait du rêve, de la beauté, du décor dans la ville. Et puis petit à petit, il y a eu cette prise de conscience, mais aussi cette connaissance par les scientifiques de la pollution du ciel, puis de la pollution des espèces animales et végétales. Et aujourd'hui, on connaît aussi bien les méfaits de la lumière artificielle que aussi la nécessaire, je dirais, obligation de pouvoir encourager les liens nocturnes, encourager la vie nocturne et encourager la qualité de vie nocturne. Et alors, ce que vous proposez, vos schémas directeurs d'aménagement lumière, comment ils intègrent ces enjeux aujourd'hui? Ben, on crée ce qu'on appelle des trames noires, hein, qui est une méthodologie qu'on a mis au point depuis 2011. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire une balance entre les activités, les usages nocturnes des humains, Ouais. et puis la préservation de la biodiversité, si possible, restaurant l'obscurité, ou en la préservant, ou en l'instituant quand elle n'existe pas et qu'on en a besoin. Et donc c'est tout notre travail justement de concepteur lumière et notre travail stratégique de trouver ces équilibres et de permettre qu'il y ait une très bonne cohabitation entre humains et vivants. Alors, on peut prendre un exemple qui va nous faire voyager jusqu'en Uruguay, puisqu'on est à Montevideo. Vous y avez déployé vos schémas de lumière et ces trames noires. Alors, donnez-nous des détails. Comment? Alors, tout est parti de la volonté du service éclairage public de Montevideo de rénover la totalité de ces appareils d'éclairage public Ouais. en LED et de le faire de manière massive, puisque quasiment 80-90% des points lumineux sont en LED aujourd'hui. Alors que si on voit en France, on est entre 20 et 30% de rénovation en LED des luminaires d'éclairage public. Donc ça a été le point de départ. Et après, on s'est posé des questions sur l'image nocturne de Montevideo, qui est beaucoup tournée vers le tourisme, qui est en bord du fleuve du Rio de la Plata, Mhm. mais aussi l'identité, les quartiers, l'inclusivité, la manière de faire participer les habitants, la concertation. Et puis on a effectivement développé une trame noire de manière à préserver aussi la biodiversité, que ce soit au bord du fleuve ou à l'intérieur dans les parties rurales de la ville. Les parties rurales de la ville. Oui, Donc parce que déjà, ça c'est donne envie de visiter ouais, Montevideo, c'est ça. une ville qui est étonnante, qui Mhm. fait 1 300 000 habitants à peu Ouais. près, et qui a une grande partie de son territoire qui est rural, avec des hameaux, et une partie beaucoup plus dense, urbaine. Et donc, pour bien comprendre, ça veut dire, donc ces trames noires, ça veut dire que dans ces espaces où vous identifiez une biodiversité assez riche et à protéger, vous faites quoi? Vous diminuez la lumière,
supprimer complètement par Ça, endroit? ça peut être les deux. Il y a Ouais. aussi tout un travail sur les spectres des sources LED, parce qu'on a beaucoup appris sur les espèces animales. Mhm. Il y a des espèces animales qui sont très sensibles à certaines longueurs d'onde, par Ouais. exemple le bleu, le violet, l'ultraviolet, et qui sont beaucoup moins impactées par le orange ou le rouge ou le jaune orangé. Mhm. Et donc, en fonction des espèces animales, parce que chaque espèce animale est différente, et selon que c'est des chauves-souris, des batraciens, des oiseaux, des mammifères nocturnes, Mhm. on va pouvoir adapter les spectres, on va pouvoir effectivement abaisser la lumière à certaines parties de la nuit, au début ou en fin de nuit quand il y a une activité animale, et selon les saisons aussi. Donc, c'est- Et puis, on ouais. peut effectivement éteindre, et des fois, c'est ce qu'on demande parce qu'il n'y a pas d'activité humaine, Mhm. et donc il n'y a pas besoin d'éclairage, et donc on peut les éteindre. Donc, si je comprends bien, ça commence par une espèce de recensement de la biodiversité avant de trouver et d'inventer les bonnes solutions? Tout à fait. On a soit des inventaires qui existent déjà, en tout cas Mhm. en France, on a déjà pas mal d'inventaires qui existent, qui sont faits, soit on travaille avec des biologistes et des écologues dès le début de la mission, et on a ce travail effectivement de repérage des espèces animales et quel type d'espèces animales, puisqu'elles sont toutes différentes et elles n'ont pas la même activité nocturne tout au long de l'année. Alors, on a parlé de Montevideo. Il y a des villes françaises qui sont dans des démarches similaires, que vous accompagnez ou que vous prévoyez Oui, d'accompagner? parce qu'on a commencé, comme je le disais, dès 2011 avec Mhm. la ville de Rennes. On a la première trame noire en France, c'était pour la ville de Rennes. Depuis, on a fait un certain nombre d'études. On a travaillé en France à Annecy, on a travaillé à Plaine Commune, donc en Seine-Saint-Denis. Et on travaille aussi beaucoup à l'étranger. On a fait des trames noires en Chine. Ça peut paraître paradoxal, mais la Chine qui a signé le plan climat, elle est aussi demandeuse de ce travail contre la pollution lumineuse et pour la préservation de la biodiversité. Et en Suisse, on a travaillé à Lausanne, à Fribourg, autour de Genève. Donc les Suisses sont aussi très promoteurs de ces trames noires. Mhm. Est-ce que c'est forcément un investissement important? Vous parliez de Montevideo qui prend la décision de remplacer 80%, 85% de son éclairage urbain par des Alors c'est LED. un investissement important, mais il y a un retour sur investissement colossal. Et c'est Ouais. ça qui devrait motiver les communes françaises. C'est qu'avec les économies d'énergie qu'on fait en LED, on peut diviser par deux, on peut même être des fois à 80% d'économie d'énergie dans certains cas. Et donc en quelques années, on a le retour sur investissement quand on sait quel est le prix de l'électricité aujourd'hui. Mhm. Donc c'est sûr que c'est un investissement, mais c'est un investissement productif et qui ramène beaucoup d'argent dans la commune. Est-ce que ça, c'est l'argument qui pèse plus que l'argument de l'impact environnemental, de la lutte contre la pollution? Vous voyez ce que je veux dire quand vous Oui, arrivez pour convaincre ça un dépend des élu ou un communes. conseil Ça dépend municipal? des communes. Quand Ouais. on est dans des petites communes rurales, puisqu'on travaille beaucoup dans les communes Mhm. rurales, on a travaillé dans le parc naturel régional de l'Aubrac. Les communes sont très intéressées par la biodiversité, par l'environnement naturel. Mhm. Mais bien sûr, la question de l'économie d'énergie, elle est aussi essentielle. Alors, elle n'est pas toujours une économie financière, parce que c'est pas toujours aussi simple, parce que des fois, il y a des abonnements, des forfaits qui fait que quand vous réduisez la consommation énergétique, vous n'avez pas forcément gagné beaucoup d'argent. Mhm. Mais par contre, à terme, oui, c'est quelque chose qui est de toute manière une obligation, puisque plus aucune source n'est produite aujourd'hui en France et dans le monde. On est obligé de passer en LED, il n'y a pas le choix. Toutes les autres sources, soit sont interdites, notamment par la communauté européenne, comme les lampes à décharge, Ouais. soit elles ne sont plus produites ni fabriquées. Donc de toute manière, on fait le changement en LED, on a une obligation. Et d'ailleurs, j'aurais pu commencer par là, le comparatif entre nos modes d'éclairage classiques et le LED. C'est quoi, par exemple, en consommation d'énergie et peut-être aussi, ça se rejoint en impact sur la biodiversité, s'il y a des différences? Alors aujourd'hui, la LED, c'est la meilleure source en termes d'efficacité énergétique, Ouais. c'est-à-dire qu'elle produit le plus de lumière possible par rapport aux watts consommés. Si on prend l'exemple par rapport au sodium, qui est la lumière orangée que tout le monde connaît, Ouais. on était à 110, 120 lumens par watt. Avec les LED, on est déjà à 140 lumens par watt. Mhm. Donc le lumen, c'est vraiment notre quantité de lumière produite par une source. Ouais. Et donc, on a déjà cette performance énergétique colossale. On a des spectres qu'on peut choisir. Et donc, ça, c'est fondamental. Alors que le sodium, le spectre était déterminé par le sodium lui-même. Ouais. Donc ça, Et c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, le spectre, c'est-à-dire le nombre de rayonnements Ouais. qui émet la source, puisque une source LED peut émettre du blanc, du jaune, C'est ça. du orangé. Et On ça essaye de permet. limiter le bleu, parce Voilà. que c'est le bleu qui est dommageable à la fois pour la santé des humains Ouais. et à la fois pour les espèces animales. Ouais. Et puis surtout, on a une qualité de lumière parce que c'est une source qui est toute petite, qui n'est pas chaude, qui ne brûle pas comme pouvaient le faire les lampes à décharge et qui nous permettent aussi de créer des luminaires piétonniers, des candélabres, des mobiliers qui intègrent de la lumière sous un banc, Mhm. dans une structure, de créer des espaces et des salons nocturnes par exemple qui vont changer notre vie nocturne. Ouais, ça vous permet quoi, d'être plus précis
dans ce que vous plus proposez, créatif, vous, comme plus concepteur lumière? Oui, créatif. c'est ce que j'allais vous demander. Aujourd'hui, on met des LED partout, dans le fer à repasser, dans la cafetière, dans le thermos, Mm. on en met partout. Mais en ville, on peut en mettre aussi dans les façades, dans les mobiliers, dans les structures, et puis surtout être très créatif au niveau du design des appareils d'éclairage. On a par exemple développé des lanternes portatives, toutes petites, que les gens peuvent emmener pour se substituer à l'éclairage public, permettre l'extinction de l'éclairage public, mais avoir quand même une indépendance, une liberté quand on a envie de se promener la nuit. Dans les solutions que vous proposez aux villes, est-ce qu'il y a effectivement le fait de... Est-ce qu'il faut mettre des capteurs, par exemple, pour se dire, dans tel quartier, si personne n'est en train de marcher dans la rue, pourquoi l'éclairer? Ça peut être intéressant, c'est pas forcément systématique parce Mhm. que le capteur, il a quand même des nécessités de captation. Mhm. C'est pas toujours évident. Par exemple, si vous avez une rue avec plein d'intersections et que vous avez des capteurs pour détecter les voitures, Mhm. vous allez avoir de la difficulté parce qu'il faudra en mettre à chaque intersection. Même Ouais. chose pour les piétons. Des fois, quand le piéton est sur le trottoir d'en face, c'est Ouais, compliqué, etc. ouais. Donc, bien sûr qu'à terme, on peut imaginer qu'il y a des technologies qui vont nous permettre, notamment des caméras qui font de la détection de présence et qui permettent de différencier une personne d'un gros chien ou de quelqu'un qui passe par rapport à un animal ou un oiseau. Mais il y a aussi des possibilités de grader la lumière, de l'abaisser. Et ça peut être fait en amont avec un centre de contrôle. Il y a la possibilité d'éteindre en fonction de ce qui se passe. Et puis aussi, à la demande, si les services de sécurité ont besoin d'éclairage, de remonter l'éclairage. Parce qu'aujourd'hui, il y a des centres de contrôle que les villes peuvent piloter et donc elles peuvent le faire en fonction des besoins. Oui. Vous l'avez évoqué, mais très rapidement, je veux bien vous entendre un peu plus longuement là-dessus, sur la santé humaine. Parce que là, on a beaucoup parlé de biodiversité, et c'est très bien, mais les solutions que vous proposez, finalement, elles sont moins quoi, agressives pour nos yeux? Alors, il y a déjà le fait qu'on s'est rendu compte que l'éclairage artificiel à forte dose était dommageable pour le sommeil, par exemple. D'accord. Si vous avez de l'éclairage public qui rentre dans votre chambre, ben, ça réduit vos capacités de sommeil, puisque ça fait de la production de mélatonine. Mais on s'est rendu compte aussi que le bleu des LED n'était pas forcément bon pour nos yeux. Et par exemple, pour les enfants, on a interdit aujourd'hui d'avoir des LED qui émettent du rayonnement dans le bleu. Après, il s'agit aussi de combiner ces éclairages avec les besoins et les usages. Donc, on n'est pas obligé d'éclairer les villes toute la nuit. Il y a des villes d'ailleurs qui éteignent entre 11 heures du soir et 5 heures du matin. De plus en plus, il y a près de 40% des communes moyennes qui commencent à éteindre à la demande des habitants la plupart du temps. Donc, ça permet effectivement d'améliorer le sommeil et une meilleure qualité de vie. Tiens, c'était la dernière question que j'avais prévue justement sur nos usages. Parce que il y a ces impératifs, biodiversité, santé, etc., économie d'énergie, mais il y a aussi des impératifs de sécurité, de sentiment de sécurité, etc. Comment vous combinez les deux? Alors, moi, j'espère qu'on va pouvoir réenchanter la nuit et justement redécouvrir l'obscurité avec du plaisir. Il y a beaucoup de fantasmes sur la question de l'obscurité. Oui. Il y a aussi beaucoup d'idées reçues sur la sécurité et l'éclairage. C'est vrai que l'absence d'éclairage peut générer un sentiment d'insécurité, mais il y a beaucoup d'études qui ont montré que les gens préfèrent être dans l'ombre et ne pas être sous le feu des projecteurs parce qu'ils se ressentent beaucoup mieux en étant dans la pénombre et en étant observateurs. Et donc, je pense qu'on doit pouvoir notamment éduquer les enfants sur cette question de l'obscurité, qui aujourd'hui pour eux est peuplée de monstres et de tout un tas de choses terribles. Mais dans d'autres civilisations, comme en Asie où je travaille beaucoup, le noir et l'obscurité, c'est le bien, et la lumière, c'est le mal. Et ben voilà, on termine sur cette belle pensée et on pense aux histoires qu'on racontait à nos enfants sans leur faire peur, j'espère. Merci beaucoup Merci à Roger vous. Narbonnier. Bon forum des projets urbains. On passe tout de suite à notre débat. On parle, et ça se rejoint, maîtrise des consommations d'énergie en ville. Le débat de Smart Impact, ici depuis le Forum des projets urbains au Palais des Congrès à Paris. On parle maîtrise des consommations d'énergie en ville avec Isabelle Degnaud. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice du développement chez Efficacity et Benjamin Frémaux, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, le président du groupe IDEX. On commence par des questions toutes simples de présentation. Efficacity en quelques mots. Oui, bah écoutez, Efficacity, c'est un institut de recherche et développement et d'innovation
Il a été créé par l'État il y a 10 ans. On va bientôt fêter notre anniversaire. Et en fait, nous sommes précisément dédiés en fait à la transition énergétique des villes, donc à la réduction des consommations énergétiques. Pourquoi on a été créé? Parce qu'en fait, les villes, c'est 2 tiers des gaz à émissions de serre en France, et c'est la même chose en fait pour la demande énergétique. C'est les mêmes proportions. Et donc ça suppose pas mal de partenariats publics-privés, ça fonctionne beaucoup comme ça, les solutions que vous mettez en place? Oui, ça a été une volonté de l'État à notre création que de disposer de 3 grandes chaires, une chaire académique recherche publique, on sommes quand même en R&D, une deuxième qui est vraiment en fait les meilleurs experts français industriels et ingénierie. Donc d'où le privé, et puis évidemment tout le collège des collectivités. Présentez-nous, Benjamin Frémaux, le groupe IDEX, il existe depuis combien de temps et qu'est-ce qu'il propose comme service? Le groupe IDEX, il a 64 ans cette année. Ouais. Donc c'est un groupe qui a été créé dans les années 60 par la famille Planchot et puis progressivement qui s'est autonomisé. On est présent dans les infrastructures locales et décarbonées, notamment dans le domaine de la chaleur. Donc nous, on fait tout ce qui est réseau de chaleur et de froid, usine de valorisation énergétique de déchets, décarbonation de l'industrie également, et enfin, à l'échelle d'un bâtiment comme celui-là, on peut être amené à intervenir. Et d'ailleurs, moi je joue à domicile aujourd'hui puisqu'on a des équipes qui sont présentes au Palais des Congrès pour faire le chaud et le froid de ce bâtiment, et notamment de l'hôtel attenant qui est l'hôtel Hayat, on va qui est rentrer... un des très grands hôtels de Paris. On va rentrer dans le détail. Donc, quelle solution, qu'est-ce qui nous permet d'avoir ni trop chaud ni trop froid ici, par exemple? Là, si vous voulez, on a des solutions de production, notamment à l'aide de thermofrigo-pompes. On va également faire de la récupération de chaud à partir sur groupe froid, parce que lorsque vous produisez du froid, vous générez également du chaud. Et donc, c'est de la chaleur fatale qui peut ou pas être récupérée. Et en l'occurrence, ici, on récupère cette chaleur fatale. Et c'est ce type de solution qui nous a permis, au cours des années, de diminuer très très sensiblement les consommations du bâtiment, et donc ça fait des économies d'énergie pour le bâtiment, ça fait évidemment des euros en plus pour les locataires et les propriétaires, et ça fait moins d'émissions de CO2 dans l'atmosphère. C'est vraiment l'essence du métier d'IDEX aujourd'hui. On va rentrer dans le détail des solutions que vous proposez les uns et les autres. Isabelle Degnaud, votre approche, elle repose sur un certain nombre de grands principes. Est-ce qu'on peut dire que ça commence toujours par la mesure d'une performance énergétique, performance carbone des villes ou des quartiers? Oui, absolument. En fait, il faut d'abord, pour maîtriser sa demande énergétique, savoir quantifier, mesurer. Et pour cela, en fait, ça se fait en fait sur quatre sujets, et ça rebondit en fait sur ce que vous disiez. C'est maîtriser d'abord les consommations énergétiques des bâtiments, en commençant par les bâtiments publics, du patrimoine public de la ville. Maîtriser son approvisionnement énergétique. Donc c'est ce sur quoi vous travaillez, c'est-à-dire les systèmes de production de chaleur, de froid des réseaux, mais aussi grâce à plus de flexibilité inter-énergie, avec par exemple le photovoltaïque et du stockage sur batterie. Il faut aussi verdir son mix énergétique, donc intégrer le maximum de gisements disponibles locaux et exploitable dans son mix. Et puis, effectivement, comme vous le disiez, évaluer l'empreinte environnementale des projets d'aménagement. Donc, ce que l'on fait avec Urban Print. Et donc, cette méthodologie que je viens vous décrire, en fait, elle correspond exactement en fait, à la fois aux besoins des collectivités et aux logiciels qu'on a pu développer. Quand vous parlez de demande énergétique, c'est quoi la demande énergétique d'une ville? C'est quoi? C'est ce dont elle va avoir besoin pour chauffer, éclairer? Voilà, c'est quoi exactement? la demande énergétique, ça couvre en fait effectivement tous les besoins de consommation des bâtiments, mais aussi des besoins de production des systèmes du coup de chaud, de froid, de gaz, élec, voilà, qui vont permettre de chauffer, de refroidir ces bâtiments. En temps réel. Benjamin Frémaux, les réseaux de chaleur, on va rentrer un peu dans le détail. C'est peut-être la principale activité du groupe IDEX. C'est une activité très importante pour le groupe. C'est une activité importante. Déjà, c'est quoi? Je vais poser vraiment une question de base, de béotien. Quand on parle d'un réseau de chaleur, c'est vrai que c'est des métiers qui sont
qui ont pénétré beaucoup plus des pays comme l'Europe du Nord Ouais. ou l'Europe de l'Est. En France, on se chauffe encore beaucoup, et c'est un peu bizarre, au gaz individuel ou à l'électricité, hein, les grille-pains qui se sont multipliés dans les années 70 dans nos villes. Le réseau de chaleur, ça permet d'avoir à l'échelle d'un quartier ou d'une ville des solutions de production centralisées, une production unique à l'échelle d'un quartier ou d'une ville, Ouais. et puis le réseau va amener cette chaleur ou ce froid à la disposition des différents bâtiments et faire monter cette chaleur ou ce froid à destination des usagers. Hein. Donc c'est ça un réseau de chaleur. Ouais. Ça ne veut pas dire que le réseau de chaleur est nécessairement décarboné. Nous, c'est ce qu'on déploie aujourd'hui, mais historiquement, les réseaux de chaleur, ils ont fonctionné à tout type d'énergie. Oui, on peut avoir une centrale à charbon à côté qui va alimenter un réseau de chaleur. Je vous donne un exemple très concret parce que nous, on est délégataire du réseau de chaleur de la Défense. C'est Generia qui est l'entité publique qui est le délégant. Et historiquement, dans les années 70, ce réseau fonctionnait au charbon. Hein, donc c'est pas si loin. Donc le quartier d'affaires était chauffé au charbon et puis progressivement, et c'est la force des réseaux de chaleur que d'accompagner le mix énergétique en fonction des besoins du moment. Et donc on est passé d'un réseau charbon en réseau gaz, fuel, puis progressivement biogaz, biofuel. Et récemment, on a mis en service un très gros investissement pour faire fonctionner ce réseau en partie aux agropelés. Donc c'est de la biomasse. On va formuler des déchets agricoles pour leur permettre d'être transportés, stockés et puis utilisés dans nos chaudières, dans d'anciennes chaudières fuel. Donc c'est vraiment, vous voyez avec cet exemple, l'évolution du mix énergétique d'une ville qui a besoin à la fois d'énergie, mais d'énergie de plus en plus décarbonée. Et c'est ça que permet le réseau de chaleur aujourd'hui. Et avec un enjeu de souveraineté aussi, parce que Alors, plus on avance vers les solutions que vous décrivez, moins on est dépendant de sources d'énergie qui peuvent venir de loin. Alors, effectivement, ces dernières années, on a beaucoup parlé de décarbonation et de lutte contre l'effet de serre, lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. La souveraineté, c'est venu très fort dans le débat public. Avec la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, avec l'explosion du prix du gaz et donc par conséquence du prix de l'électricité. On a vu des tarifs multipliés par 5, par 10, c'était vraiment délirant. Et pour les abonnés qui soient industriels ou bâtiments publics, privés, connectés à des réseaux de chaleur qui fonctionnaient à la biomasse, on a eu une stabilité du tarif. Et ça permet effectivement d'avoir accès à une énergie qui est souveraine. On ne dépend pas de l'extérieur, on ne dépend pas de pays tiers. Parce que nous, on ne produit pas de gaz en France, on ne produit pas de pétrole, on ne produit pas de fuel. Donc utiliser de la chaleur fatale, de la géothermie, de la biomasse en substitution de ces énergies-là, c'est pas simplement avoir une énergie à prix stable, c'est aussi être souverain, c'est-à-dire être indépendant de pays tiers. On voit bien que lorsque Poutine veut fermer le robinet, il peut le faire. Demain, Trump, on ne sait pas encore ce qu'il va faire de son gaz de schiste. Les réseaux de chaleur, c'est aussi une solution souveraine pour se chauffer dans nos villes. Et donc, évidemment, ça pose la question des moyens à la disposition des municipalités. En ce moment, il y a le congrès des maires qui se tient pas très très loin d'ici, porte de Versailles à Paris. Ça fait partie des enjeux sur lesquels vous travaillez, vous, à budget contraint. Comment réduire sa demande en énergie, comment adapter sa demande en énergie à ce contexte budgétaire? Oui, absolument. Donc, en fait, un seul moyen, en fait, pour justement arriver à maintenir l'effort malgré les restrictions budgétaires, c'est de prévoir à l'avance, c'est de modéliser. Donc, c'est ce qu'on fait, les quartiers, les villes, les différents besoins, etc. Et en fait, quand on dit maintenir l'effort, précisément avec moins d'argent, il faut faire autant ou en tout cas plus efficacement. Et donc justement, c'est pas qu'une question d'argent en fait, c'est une question aussi d'intelligence. Et moins on dispose d'argent, je dirais, plus il faut être efficace, mieux il faut choisir ses investissements. Et dans le cas précis, en fait, par exemple, lors de la rénovation énergétique, parce qu'on parlait là du coût des consommations des bâtiments, nous utilisons un outil qui s'appelle Power10.
qui a été développé avec le CSTB, hein, donc on travaille avec, comme je le disais, beaucoup d'instituts de recherche. Et donc en fait, sans se déplacer dans les bâtiments, sans entrer dans les bâtiments, on est capable désormais de modéliser des centaines de bâtiments justement dans les villes à partir de données de simulation et de répondre en un temps record en fait à la question majeure qui est avec le budget dont je dispose, autant réduit qu'il soit, à quelles économies d'énergie je peux prétendre, autrement dit, par euro investi, comment je fais le maximum d'économies d'énergie, où est-ce que je vais économiser le plus de mégawattheures et avec quel ratio. Donc en fait, le logiciel, il va aller identifier les meilleurs scénarios de rénovation et il va sortir en termes économiques et environnementaux, les meilleurs résultats. Ça permet de tester une solution avant de la déployer, c'est ça? Ça permet de la tester, ça permet de scénariser, parce qu'en fait, avec autant de données et de variables, vous vous retrouvez parfois en fait, à devoir faire des dizaines de simulations, par exemple, par bâtiment. On a le cas, par exemple, de la ville de Noisy-le-Grand sur une rénovation de bâtiment de 200 bâtiments, hein, c'est colossal. Hein. Ça représente 2000 simulations, si vous en faites 10 par bâtiment. Ouais. Donc voilà, moi je ne peux pas le faire, un Excel ne peut pas le faire. Il faut vraiment un vrai logiciel, un moteur de calcul, des belles interfaces, etc. Ouais. Je voudrais qu'on parle de déchets aussi, Benjamin Frémaux, parce que vous travaillez aussi sur la valorisation énergétique des déchets. Alors on parle de quels déchets et de quelle valorisation? On parle de tous les déchets, notamment des ordures ménagères. Hein. Enfin, on produit une quantité stupéfiante de entreprises et ménages de déchets qui doivent être d'abord triés. Hein. Donc il y a évidemment énormément de contraintes réglementaires pour pousser au tri. Mais ensuite, ce qui n'est pas trié en France est soit enfoui, hein, et ça coûte de plus en plus cher, avec heureusement des taxes, la TGAP qui vient pénaliser l'enfouissement, et puis le reste est valorisé. Et donc nous, on est des énergéticiens qui concevons, construisons et puis exploitons des grosses infrastructures qui permettent de valoriser ce type de déchets. C'est ce qu'on fait par exemple à Villers-Saint-Paul pour le SMDO. On va investir une centaine de millions d'euros pour une 3e ligne qui sera à haute performance énergétique, qui permettra d'accepter des déchets industriels. Alors c'est la question que j'avais vous poser. Est-ce qu'il y a des déchets qu'on ne pouvait pas intégrer à cette ligne de valorisation énergétique qu'on réussit à intégrer maintenant? C'est exactement ça. Et donc on va pouvoir intégrer des déchets industriels à haut pouvoir calorifique, ce qu'on appelle haut pouvoir calorifique, c'est-à-dire qui génère de l'énergie, plus d'énergie que des ordures ménagères classiques. Et avec ça, on va produire de l'électricité, mais surtout, on va produire de la vapeur pour un industriel qui est Arkema, qui est attenant. Donc lui, il va bénéficier d'un prix, là aussi, souverain, garanti sur la durée, qui va lui permettre de substituer au gaz. Et puis, on va alimenter de nouveaux réseaux de chaleur qui vont alimenter toute la zone. Et donc, c'est vraiment l'exemple typique de ce qu'on peut faire grâce à un outil qui est une UVED, une unité de valorisation énergétique de déchets, relié à des réseaux de chaleur. Donc là, on a un écosystème local, à la fois industriel, à la fois en termes de consommation, de production, qui fonctionne de manière autonome. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Et bon forum des projets urbains. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. À très vite sur Be Smart for Change, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.